Nickel. Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver, Jean-Pierre et moi, pour ce deuxième apéro Power BI organisé par DataPulse. Donc oui, deuxième apéro puisque nous avons initié cette initiative la semaine dernière avec un premier apéro sur la découverte de Power BI. Donc si vous avez loupé cet apéro, c'est pas grave, il est disponible en replay sur ce lien je vous partagerai juste après dans l'espace de discussion. En fait, tous nos webinaires sont enregistrés, donc vous y avez accès après coup. Si jamais vous avez loupé la session en live ou certaines parties, vous y avez accès après coup sans aucun problème. Juste rapidement, quelques petites règles de bonne conduite et de bonne pratique sur Teams avant de démarrer. Donc là, je vous partage actuellement mon écran. Vous pouvez vous mettre en mode plein écran en utilisant ce petit bouton, puis ici, passer en mode plein écran. Et puis surtout, vous avez un espace de discussion qui vous est alloué ici. Vous pouvez poser des questions à Jean-Pierre pendant sa session et je vous y répondrai en live sur le chat. On en traitera aussi peut-être certaines en live pendant la session. Donc, la thématique d'aujourd'hui, c'est sur Power Query. Et je vais tout de suite laisser la main à Jean-Pierre. Bonne session à tous et n'hésitez pas à poser des questions. À toi, Jean-Pierre. Bonjour à tous et à toutes. Donc, j'espère que vous m'entendez, que vous voyez mon écran. Oui, c'est bon. On voit bien ton écran, on t'entend bien. Vas-y. Okay. Voilà, donc on est parti pour une heure sur Power Query. Donc, un petit rappel, Power Query dans Power BI Desktop. Vous voyez ici, je suis dans Power BI Desktop. Donc, Power BI Desktop, c'est l'outil de conception dans l'offre Power BI. C'est un produit qui est 100% gratuit, pour rappel. Vous pouvez télécharger. Il fonctionne par contre exclusivement sur un PC, pas sur un Mac. Donc, dans cet outil, il y a trois composants. Il y a Power Query qu'on va aborder ce soir. On le reverra un peu plus profondément, un petit peu plus spécifiquement dans d'autres webinaires. Mais ce soir, l'idée, c'est d'avoir une aperçu quand même bien précise de Power Query. Donc, Power Query, c'est le module qui permet de récupérer les données, de les modifier pour en faire des tables analysables. Voilà. Il y a un deuxième module qui est le langage DAX, et ce sera dans le prochain webinaire, ce sera Tristan qui l'abordera, ce langage, donc qui lui permet de faire des calculs très puissants. Et puis bien sûr, il y a la partie DataVis que nous aborderons aussi dans deux webinaires différents. Alors, Power Query, donc là je suis dans Power BI Desktop. Alors, on va faire à peu près 5 exercices de progression graduelle, mais globalement quand même assez simple, puisque l'idée c'est que tout le monde puisse apprécier, comprendre le produit. Donc ici, vous voyez, sur mon écran, j'ai une photo là, c'est un fichier Excel. On le reconnaît ABCD, je pense que vous avez tous l'habitude. Et ce fichier Excel, je veux le récupérer pour faire des analyses, pour par exemple arriver à faire quelque chose comme ça, pour pouvoir analyser les données, par département, ainsi de suite. Et donc, pour pouvoir analyser les données, si je récupère mon fichier comme ici en l'état, je ne pourrai pas. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'ici, par exemple, pour l'Alsace, la deuxième ligne est complètement orpheline. On ne sait pas à quel ni département, ni région elle est rattachée. Donc, je vais être obligé de faire un travail pour arriver à une table, comme on le voit ici à droite, c'est-à-dire où les régions sont complètement remplies, les départements complètement remplis, et ainsi de suite. Et puis ici, vous voyez, dans le haut de mon tableau, j'ai un intitulé qui me dit que ces données-là, c'est des données de vente par exemple, ça correspond à la gamme légumes frais. Donc moi aussi, ça, il faut que je puisse le mettre dans une colonne, puisque par la suite, peut-être que j'aurai un autre fichier qui fera les analyses des ventes, par exemple des fruits, et dans ce cas-là, il y aura une gamme qui sera, mettons, fruits frais. Donc voilà. Donc Power Query, il nous sert à récupérer des données de diverses sources et après surtout de pouvoir les rendre analysables, c'est-à-dire créer des tables, comme vous le faites vous souvent aujourd'hui pour ceux qui travaillent avec Excel, mais je n'en doute pas que la majorité travaille avec Excel, encore avec Excel,
Hein. Ici, vous feriez quoi? Vous feriez, là, pour faire remplir, il y a plusieurs techniques possibles. Ça passe par la formule, ça passe par des copier. Il y en a qui double-cliquent pour étendre. Bon, là, c'est un peu long, parce que si vous avez plein de rubriques, vous y passez quand même beaucoup de temps. Donc, on va voir comment, avec Power Query, je vais pouvoir automatiser ce process. Hein. Donc, on est parti. Donc, pour lancer Power Query, quand on est dans Power BI Desktop, tout simplement, on va ici, vous voyez, dans le menu, j'ai un bouton Obtenir les données. Donc, je vais aller dans Obtenir les données. Ma source, ici, vous choisissez les types de sources. Avec plus, on verra, il y a d'autres possibilités de sources complémentaires. Hein. Donc, on peut quasiment se connecter à tous les types de sources. Vous voyez, les fichiers, on a les classiques, bien sûr, Excel, qui est la source majoritaire, les fichiers texte ou CSV, des fichiers XML, JSON. On peut même analyser des fichiers PDF, hein, dossiers SharePoint, toutes les bases de données du marché, vous voyez, SQL, Access, ainsi de suite, Sybase, MySQL, SAP, ainsi de suite. La Power Platform, on y reviendra dans un des webinaires. Hein. Azure, c'est toute l'offre de stockage des big data de Microsoft. Les services en ligne, on va par exemple les SharePoint, on peut se connecter à sa messagerie, à Salesforce par exemple, à Google Analytics, vous voyez, il y a tout un tas de services, possibilités. Et puis autres, là, des choses quand même très intéressantes. On l'avait vu dans ceux qui ont suivi le dernier webinaire ou le premier que je suis allé chercher des données sur le web. Hein. Les Fluo Data, c'est pour se connecter à toutes les API des applications en ligne. Fichier Hadoop Spark, c'est le Big Data non Microsoft. Hein. On peut se connecter au langage R, langage Python. Les connecteurs au DBC ou les DB que vous utilisez la plupart pour des anciennes bases de données, par exemple. Et là aussi, vous voyez, il y a pas mal de choses. Donc moi, dans mon premier exemple, je vais aller sur un fichier, je vais choisir un fichier de type Excel. Je fais me connecter. Là, je vais aller chercher le fichier qui m'intéresse. Je choisis, vous voyez, je peux cliquer, prévisualiser, je choisis la feuille 1 et je fais ici transformer les données, puisqu'effectivement, les données, on l'a vu, ne sont pas dans un état propre à l'analyse. Donc là, Power BI Desktop va m'ouvrir l'éditeur Power Query. Donc si vous remarquez, en fait, j'ai Power BI Desktop qui est derrière, en arrière-plan, et il ouvre un nouvel écran. Hein. Donc l'éditeur Power Query, c'est là que va se pratiquer tout le travail de modification de l'information, préparation, modification. Donc là, il a chargé ma table et plus exactement, il a chargé les 1000 premières lignes. C'est-à-dire que si vous avez un fichier qui fait 100 millions de lignes, pour que le travail de préparation soit rapide, il ne va pas charger les 100 millions de lignes, il va charger les 1000 premières lignes. On fait le travail de préparation et quand on a terminé, on lui dit d'appliquer ce travail à l'ensemble des lignes. Donc, vous avez ici un menu classique à la Office avec un ruban. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, à droite, vous avez étapes appliquées. C'est-à-dire que vous voyez ici, j'ai un certain nombre de lignes, d'étapes, hein, qui correspondent à tout ce que je vais faire. Parce que vous allez voir que 95% des manipulations que je vais faire ce soir vont être faites juste en cliquant des boutons. C'est-à-dire que je ne vais pas taper d'instructions, alors que Power Query utilise un langage sous-jacent, qui est le langage M, c'est-à-dire que vous voyez ici, FX, là j'ai... Alors pour ceux qui ne l'auraient pas, s'il y en a qui ont ouvert un desktop, on ne sait jamais, ici, pour l'avoir, c'est dans affichage barre de formule, hein, on le coche, et là, vous voyez, chaque étape, il y a une instruction du langage M qui est générée. Vous allez voir qu'à chaque fois que je vais cliquer sur quelque chose, ça va générer une instruction. Et c'est toutes ces instructions qui vont petit à petit se stocker dans le panneau droit, qui après vont être, quand j'aurai un nouveau fichier, j'aurai juste à cliquer sur Actualiser et Power Query va rejouer l'ensemble des instructions. Donc on peut considérer qu'ici, c'est un petit peu comme un enregistreur de macros sous Excel. Hein, ça, voilà. Donc, si je regarde ma table, on l'a vu un petit peu, ici j'ai ma petite variable là qu'il faut que j'isole, hein, pour pouvoir la rajouter dans une colonne, hein, légumes frais. Et puis après, il va falloir que je remplisse tout ça. Hein. Donc, ce que je vais faire ici, là, je vais renommer pour savoir à quel niveau j'en suis. Je vais, dans un premier temps, dans un clic droit, renommer
cette étape base départ. En fait, une étape, c'est deux choses. En Power Query, c'est très important de comprendre ce concept. C'est à la fois, bien sûr, une instruction qu'on voit ici, mais c'est aussi surtout une variable qui stocke ce qu'on voit à l'écran. C'est-à-dire que dans base départ, il y a exactement ce qu'on voit à l'écran. Donc maintenant, je vais isoler cette valeur, c'est-à-dire légumes frais, pour pouvoir la mettre de côté, pour pouvoir après la mettre dans une colonne. Parce qu'à un moment donné, il va falloir que je supprime les lignes d'en-tête pour arriver à mes en-têtes de colonne, qui sont région, département, date, valeur. Mais si immédiatement je supprime ces 4 lignes ici, ben je vais perdre légumes frais. Or, j'en ai besoin. Donc, pour ce faire, je vais le mettre de côté. On dit qu'on va isoler la valeur, et ça, dès que vous avez des en-têtes, vous serez obligé d'isoler les valeurs qui vous intéressent, bien évidemment. Donc, je fais un clic droit, et je clique sur Drill Down. Voilà, il m'a isolé légumes frais. C'est une variable qui a stocké. Donc là, je vais renommer ça gamme. Et maintenant, par contre, quand je suis là, j'ai plus ma table, base départ. Donc il faut que je puisse la rappeler. Donc, pour rappeler le contenu d'une variable qui est au-dessus, il suffit de cliquer sur le petit bouton FX. Là, vous voyez, il y a ajouter une étape qui apparaît. Je clique. Et là, je rappelle base départ. Et je valide. Voilà. Donc là, j'ai récupéré ma table. Par contre, j'ai mis de côté gamme. Donc maintenant, sans aucun souci, je peux supprimer mes lignes d'en-tête. Donc pour faire ça, ici, j'ai un bouton, vous voyez, supprimer les lignes. Supprimer les lignes du haut. 4. Maintenant, cette première ligne ici ne fait pas partie de mes données. En fait, c'est ce qui va servir à générer mes en-têtes de colonne. Donc pour ça, il faut que cette ligne-là passe en fait ici. Donc pour ça, il suffit que je clique sur utiliser la première ligne pour les en-têtes. Et voilà, j'ai bien récupéré mes en-têtes. Donc maintenant, je me rapproche de la fin. Ce qu'il faut, c'est qu'ici, vous voyez, où j'ai rien, il faut que je répète Alsace partout. Bas-Rhin, 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 Haut-Rhin, Haut-Rhin, ainsi de suite. Donc pour faire ça, vous allez voir, c'est très facile à faire avec Power Query. En faire pas lire d'envie. Je sélectionne mes deux colonnes. Je fais un clic droit sur l'en-tête. Et ici, j'entends déjà les waouh qui vont apparaître, remplir vers le bas. Et ça, c'est instantanément fait que vous ayez 1000 lignes ou 10 millions de lignes. Pas plus de boulot que ça. Maintenant, il faut que je rappelle gamme que j'ai mis de côté. Vous vous rappelez, il faut que je le rappelle pour en faire une colonne complémentaire. Donc pour ça, je vais ajouter ici dans le menu ajouter une colonne personnalisée. Et dans la petite barre de formule, il suffit que je rappelle le nom égale gamme. Je valide. Et là, vous voyez, il m'a ramené. Okay. Maintenant, par contre, il faut que j'enlève gamme qui est un... Voilà, donc je vais faire un clic droit. Je vais fractionner la colonne par délimiteur. Et là, je vais choisir un délimiteur personnalisé. Si vous remarquez, entre gamme et légumes, j'ai un espace, 2 points, un espace. Donc je vais lui dire que c'est ça mon délimiteur, espace, 2 points, espace. Je valide. Il m'a bien coupé. Cette colonne-là, j'en ai plus besoin. Un petit clic droit, je supprime. Là, je double-clique pour renommer mon en-tête de colonne. Voilà. J'ai terminé. Si je veux mettre gamme à gauche, d'un point de vue analyse, quel que soit l'emplacement de la colonne, ça n'a aucune importance. Par contre, c'est vrai que des fois, quand vous avez beaucoup de colonnes, on a tendance à mettre à gauche les colonnes qui nous intéressent le plus pour éviter de scroller. Donc là, c'est très simple, il suffit de la déplacer. Et là, je l'ai dans le bon ordre. Donc là, j'ai terminé ma requête. Je vais l'appeler, par exemple, on va l'appeler légumes. Vente légumes. Donc ça va être le nom de ma table, en fait. Donc là, quand j'ai fait ça, il suffit que je fasse accueil
fermer appliquer. Donc quand on clique sur le bouton fermer appliquer, il va fermer Power Query et il va appliquer l'intégralité des manipulations qu'il a enregistrées ici à l'ensemble de mon fichier. Donc si là mon fichier avait 1 million de lignes, il appliquerait le travail qu'on vient de faire sur quelques dizaines de lignes au million de lignes. Donc là on fait fermer appliquer. Là on a normalement une petite fenêtre qui apparaît, voilà, et j'ai ma table, vous voyez, vente légumes qui est apparu à droite. Hein, et là je peux, si je le veux, rapidement faire un visuel, hein, les données sont disponibles, la région. Voilà. Alors maintenant, l'intérêt, donc là vous avez vu que pour faire déjà ça, ça va très vite, hein, quelques minutes, mais l'intérêt c'est que si, supposons que je reçoive la nouvelle version de mon fichier avec des modifications, donc je vais aller dans, voilà, exemple remplir. Je vais prendre celui-ci, je vais le copier. Donc de celui-ci, si je me déplace là, vous voyez ce qui est en rouge, c'est des données complémentaires qui ne sont pas dans le premier, notamment la Bretagne et le Languedoc-Roussillon. Donc je vais le copier. Donc je reçois, mon collègue m'a envoyé la dernière version. Je le colle. Je remplace. Donc Languedoc-Roussillon, vous voyez ici, il n'y a pas. Hein, il suffit que j'actualise ma table vente légumes, je clique sur les 3 petits points, je fais actualiser les données. Et là, vous voyez, Bretagne est apparu et Languedoc-Roussillon est apparu. Hein, donc, voilà, une fois que j'ai fait un travail de préparation, que je l'ai modélisé avec Power Query, après, il suffit de cliquer simplement sur, soit si on veut actualiser qu'une table, ici, actualiser les données, il actualise. Et si je veux actualiser toutes mes tables dans un modèle complet, bah c'est ici, j'ai le bouton actualiser. Dans ce cas-là, si je clique sur actualiser, il va actualiser toutes mes tables. Donc voilà un petit exemple d'introduction très simple. Hein. Maintenant, on va passer sur un autre cas. C'est-à-dire qu'ici, voilà ce que j'ai en entrée, toujours un fichier Excel, c'est des inscriptions à des formations, et la personne qui a saisi la formation a mis dans la cellule inscrit les différentes personnes qui sont inscrites séparées par un point virgule. Hein, voilà. Donc ça, pareil, d'un point de vue analyse, si je veux analyser et compter combien j'ai de personnes inscrites, je ne peux rien en faire. Ce n'est pas, ce qu'on dit, ce n'est pas une table analysable. Pour avoir une table analysable, il faut que je génère ici, par exemple, si je prends la première ligne maîtriser Power BI, hein, il faut que je génère plusieurs lignes, en fait, une ligne par personne, hein, comme là, maîtriser Jacques Olivier, Pierre Magne et Cécile Roy, hein, qui est ici. Donc, on va voir comment on peut faire ça, pareil, très facilement avec Power Query, parce que ça, c'est pas toujours facile du premier coup avec Excel. Hein. Et vous allez voir que là, c'est quand même globalement très simple. Donc, je crée une nouvelle page. Je vais, pareil, obtenir les données. C'est une source Excel qui est source fractionnée horizontale. Voilà, je sélectionne ma feuille, je modifie les données. Voilà. Hein, donc ici, donc ce que je veux. Jean-Pierre, oui. Est-ce que tu peux repartager ton écran? On a eu un petit souci, je crois qu'il y a un participant qui a essayé de prendre la main sur la réunion et du coup il a partagé son écran. Du coup, on voit plus ton écran. Il faut juste que tu reviennes quelques secondes avant. Ouais. Alors à partir, je repars sur l'exercice. Non, c'était il y a 10 secondes. Hein, Ah d'accord. Voilà. Il y a un participant qui malheureusement a voulu prendre le contrôle de la réunion et ça a annulé ton écran en fait. Désolé. Donc là, je reviens avant le modifier. Ouais, avant le modifier, ouais. Donc j'étais ici. Voilà, donc je réexplique là. Donc voilà, pour l'exercice, j'ai mon fichier en entrée.
ici, chaque ligne, c'est l'inscription d'une formation, une session de formation, et la personne qui a saisi les différents participants en séparant chaque participant par un point-virgule. Mais ça, je ne peux pas l'analyser. Si vous vouliez faire sous Excel un tableau croisé dynamique, ça ne fonctionnerait pas. Il faut que j'arrive à une table comme ceci, c'est-à-dire que si je prends la première formation, Pierre-Magne, Jacques-Olivier, Cécile Leroy, il faut que j'ai dispatch sur Cécile Leroy, Jacques-Olivier, Pierre-Magne. Donc, on va voir comment on peut faire ça très facilement avec Power Query. Donc, je fais obtenir les données, Excel. Je prends source fractionnée horizontale, ouvrir. Je sélectionne la feuille 1, transformer les données. Donc Power Query va s'ouvrir, l'éditeur. Voilà. Donc en fait, il faut que je fasse un fractionné la colonne par délimiteur, mais si je fais ça tout simplement classiquement, que je choisisse le point-virgule et que je valide, il me met ça comme ça. C'est pas ce que je veux. Moi, je veux ici, dans ce cas-là, je veux que ça génère plutôt 3 lignes. Donc, un fractionné standard ne va pas, dans ce cas-là, correspondre à ce que je veux faire. Donc, vous voyez les étapes. Dans Power Query, si vous pouvez vous lâcher, vous voyez, vous avez fait ce test-là, vous dites, ah oui, c'est pas ce que je souhaitais comme résultat. Il suffit de supprimer. Là, il a généré 2 étapes, on les supprime et on revient à l'état initial. Donc, on peut toujours tester quelque chose. Le résultat escompté, c'est pas ce qu'on souhaitait. On supprime l'instruction ou les 2 instructions qu'il a générées. Et on revient à l'état initial. Donc, je vais refaire quand même un fractionner la colonne par délimiteur, parce que dans l'approche, c'est quand même ça que je veux faire. Par contre, ici, j'ai option avancée. Et là, je vais simplement lui dire que je veux, donc là, il faut que je sélectionne quand même le point-virgule. Et là, je vais lui dire que je veux fractionner en ligne. Et dans ce cas-là, je valide. Et le job est fait. Ici, j'ai bien ce coup-ci 3 lignes qui sont générées. Donc là, ma table, inscrit. Je fais fermer appliquer. Donc si je vais là, inscrit a dû apparaître quelque part, il est là. Et donc là, j'ai mes données. Information. Voilà, et puis une petite inscrit. Alors voilà, je fais ça. Et puis une petite mesure, parce que si je veux compter rapidement, là bon, on sort un petit peu de Power Query, mais ça fait rien, une petite mesure toute simple. Je vais dire NB inscrit, parce qu'on est quand même dans Power BI et Power BI Desktop, égale count pause, donc je compte les lignes de ma table inscrit. Je ferme la parenthèse tout simplement. Donc cette instruction dit compte les lignes, et si là je la pose. Bien sûr, là c'est 1, j'ai 12 inscrits, mais maintenant il suffit que j'enlève mes inscrits, et j'ai mes inscrits par, et puis j'en fais une petite, voilà. Ok, voilà, en quelques secondes, et comme vous l'avez vu tout à l'heure, si tous les jours ce fichier Excel s'actualise, je remplace, je fais actualiser, et ça se met instantanément à jour. Donc voilà pour le deuxième exercice. On va passer au troisième. Alors, multicolonne. Lui, en fait, ici, j'ai un fichier pareil, Excel, et vous voyez, j'ai en fait 3 lignes qui correspondent à un contact. La première ligne, il y a son nom, la deuxième ligne, il y a son adresse, et la troisième ligne, il y a le code postal et la ville. Et après, on passe au deuxième contact, Paul Durand, la rue, adresse ville, ainsi de suite. Donc, en fait, j'ai plein de contacts qui sont enregistrés. Chaque contact est enregistré sur 3 lignes, toujours de la même façon. Première ligne, le nom, deuxième ligne, la rue, troisième ligne, code postal ville. Power Query, même si c'est un produit fantastique, très performant pour préparer et modifier la donnée, c'est pas non plus un magicien, une intelligence artificielle supérieure. Si le fichier ici, la structure change tous les 3 contacts, une fois il y a 2 lignes, une fois il y a 25 lignes, une fois il y a je sais pas quoi, on pourra rien en faire. Donc, comme on dit, on sait gérer ce qu'on appelle ici des fichiers non structurés, parce qu'en l'état, pour être analysable, il faut que je bascule sur ce type comme ici, c'est-à-dire le nom, la rue, la ville, et puis éventuellement le code postal.
Donc là, on dit que c'est un fichier non structuré, mais il faut qu'il soit quand même structurable. Il faut qu'il y ait quand même une façon de repérer, il faut qu'on trouve un pattern pour arriver à voir comment est stocker l'information. Mais ce pattern, que vous vouliez automatiser le processus avec du VBA, avec du langage C, avec du Python, n'importe quel langage, vous auriez la même problématique. Il faut arriver à trouver le pattern pour pouvoir mettre en place une automatisation. Donc voilà, donc moi ce qu'il faut, c'est que j'arrive à mettre le nom dans une colonne, la rue dans une deuxième colonne, la ville dans une troisième et le code postal, on va dire, dans une quatrième. Alors, pour faire ça, ben, pareil, je vais faire obtenir les données, Excel. Je vais choisir l'exemple multicolonne. Je sélectionne la feuille 1, transformer les données. Ok, donc là, voilà, j'ai ma colonne. Maintenant, bon, alors, première chose que je vais faire, je vais ajouter une colonne d'index. Hein, donc, comme j'ai ici, mais simplement ici, ça fait partie, celle-là fait partie du décorum, donc je ne peux pas m'appuyer dessus pour faire des calculs. Donc, il faut que j'en rajoute une. Donc, dans ajouter une colonne, ici, dans le menu ajouter une colonne, vous avez là, colonne d'index, et moi, je vais prendre un index, mais au lieu de commencer à 1, je veux qu'il commence à 0. Maintenant, me basant sur cette colonne d'index, je vais ajouter une nouvelle colonne qui va me mettre, en fait, l'idée, c'est qu'ici, je récupère des valeurs, et ce que je voudrais, c'est que j'ai un nombre, par exemple 0, qui soit partout au niveau du nom. 1 partout au niveau de la rue, et 2 partout au niveau de la ville. Comme ça, en gros, 0, 1, 2, 0, 1, 2, ça va permettre de typer le sens de la ligne. Donc, pour faire ça, je vais utiliser une fonction mathématique, la fonction modulo, hein, donc qui est le reste de la division. Donc ici, standard, vous voyez, j'ai modulo, donc c'est la calculatrice standard, c'est pas la statistique, c'est pas la scientifique, donc on est dans des calculs de base. Bon, ça fait peut-être appel un peu à des souvenirs mathématiques, peut-être un peu loin pour certains. Modulo. Et comme ce sont des packs de 3, tout simplement 3. Et je valide. Et vous voyez ici ma classe est 012, 012, 012, ainsi de suite. Donc je sais que maintenant toutes les lignes qui ont 0 ici, c'est à chaque fois le nom. Donc maintenant, je vais me baser sur cette colonne pour créer une nouvelle colonne où je vais mettre nom quand j'ai 0, rue quand j'ai 1 et ville quand j'ai 2. Donc pour faire ça, je vais de nouveau ajouter une colonne et comme il faut que je fasse une condition, je vais utiliser colonne conditionnelle. Je vais dire si la colonne modulo est égale à 0, alors non. J'ajoute une autre clause. Si modulo est égal à 1, alors rue. Puis comme j'ai 3 cas possibles, et ben autre, c'est forcément ville. Et je valide. Vous voyez, très simple, on valide. Et là, j'ai non-rue, ville, non-rue, ville, non-rue. Maintenant, il faut que je rajoute aussi une nouvelle colonne où là, pour l'instant, en ce moment, lui, il n'a encore pas suffisamment d'informations, il faut que je l'aide, pour savoir que les données d'un contact sont sur 3 lignes. Là, pour l'instant, lui peut penser que c'est un seul contact, ou voilà. Donc, je vais l'aider. Donc là, l'idée, c'est que j'ai une colonne où, en gros, j'ai 0, 0, 0 pour le premier contact, 1, 1, 1 pour le deuxième, et ainsi de suite. Pour ça, je vais me réappuyer de nouveau sur ma colonne index, ajouter une colonne et toujours la petite calculatrice mathématique standard. Et là, je vais choisir diviser par entier, c'est pas très bien traduit, c'est la partie entière de la division, en gros. Et là, comme c'est toujours des pavés de 3, je choisis 3 et j'allie. Et j'ai bien 0, 0, 0, 1, 1, 1, et ainsi de suite. Donc maintenant, je vais supprimer la colonne index, la colonne modulo. C'était des colonnes préparatoires qui m'ont servi que pour avoir ces deux colonnes. Donc je sélectionne supprimer les colonnes. Et maintenant, ce qu'il faut, je vais pouvoir faire ma bascule. Donc je me mets sur la colonne qui porte les noms de colonnes ici.
je vais dans transformer, et ici, vous voyez, alors des fois, sur votre Power BI Desktop, c'est un écran plus petit, ça peut être un petit peu caché, ou pivoter la colonne n'apparaît pas, vous avez juste la petite icône, donc c'est celle-ci. Hein. Ok, je clique dessus. Il me dit utiliser les noms de la colonne personnalisée pour créer, sous-entendu, les noms de colonnes. C'est bien ici que sont mes noms de colonnes. Colonne de valeur est située en colonne 1, c'est bien ça. Et je vais dans Options avancées. Et là, quand on fait des bascules, par moment, on peut vouloir regrouper des choses. Là, je veux pas rien regrouper, je veux juste garder mon information. Donc, je ne veux pas faire d'agrégat. Donc, je lui dis que je ne veux pas agréger. Et je valide. Et la bascule est faite. Je peux supprimer maintenant cette colonne, fractionner ici pour séparer le code postal. Et comme je peux avoir des noms de villes composées, mettons Arques-les-Grès par exemple, ou Garges-les-Gonesse avec des espaces, je vais lui dire de ne prendre que le délimiteur le plus à gauche, celui du code postal, comme ça ne coupera pas les noms de villes éventuellement composés. Et je valide. Et là, j'ai plus qu'à renommer. Voilà, et là. Et là, je passe en texte. Vous voyez, à gauche des noms de colonnes, il y a une petite icône ici. Et donc, c'est le type de la donnée. Le code postal, bon, décimal, on l'additionne rarement. Donc, je préfère le passer en texte. Escale à gauche comme dans Excel. Voilà. Donc là, j'ai mon fichier qui est propre. J'appelle ça, c'est contact. Et pareil, accueil, fermer, appliquer, pour qu'il applique ça à l'intégralité de mon fichier. Et à partir de là, de la même façon, si je vais dans Nouvelle page, je prends contact ici, et ben si je pose la ville et puis que je choisis, il va de toute façon le détecter, une carte, Voilà, vous voyez, il y avait trois, il y avait Besançon, Dole et Belfort, j'ai le petit point vert. Et puis si je fais pareil que tout à l'heure, une petite mesure pour calculer mon nombre de contacts. Donc, nombre de contacts égale, comme tout à l'heure, count rows de ma table contact. Et ici, maintenant que j'ai ma mesure, nombre de contacts, j'ai juste ici à la glisser sur taille. Et vous voyez que la boule. Et puis si je me mets dessus, nombre de contacts 5, 1 et 1. Voilà, donc, pour pouvoir faire une représentation cartographique très rapide. Alors maintenant, on va faire un nouvel exercice. Et là, on va être sur ce qu'on appelle le multiséparateur. C'est vrai que c'est pas le pattern que j'ai rencontré très souvent. J'ai rencontré 2 fois chez des clients, mais là c'est plus pour montrer qu'il y a quand même beaucoup de possibilités dans Power Query. Vous voyez ici, pareil, j'ai une table, j'ai la référence et j'ai la couleur. De la même façon, les couleurs sont séparées par des séparateurs. Il faut que je revienne à une table avec une colonne. Donc là, par exemple, si je prends la première, CX21, il faut que ça génère une ligne CX21 rouge et CX21 blanc. Pour CX22, CX22 vert, CX22 rouge. La petite difficulté que j'ai ici, c'est que le séparateur, les personnes qui ont rempli le fichier Excel ont rien de trouvé de mieux que de ne pas mettre le même tout le temps. Une fois l'espace, une fois le point virgule, une fois le tiret. Bon, ils ont. Alors des fois, voilà, ça arrive de temps en temps que on choisisse des initiatives un peu sympas pour compliquer le jeu. C'était juste pour savoir si c'était un test pour savoir si Power Query pouvait le faire, mais vous allez voir qu'il peut le faire. Donc, je vais retourner, pareil, obtenir les données, Excel, et je vais choisir le fractionné multiséparateur en source. Je choisis la feuille 1, modifier les données. Voilà. Winnie.
Donc, ici, vous voyez, la première ligne, c'est mes en-têtes de colonne. Donc, je clique sur « Utiliser la première ligne pour les en-têtes ». Voilà, c'est propre. Et maintenant, il faut que je fractionne ici. Donc, il faut que, comme tout à l'heure, comme je veux générer plusieurs lignes, j'ai fractionné sur les lignes. Hein. Et donc, clic droit, fractionner la colonne par délimiteur. Option avancée, je peux lui dire que je veux que ce soit sur les lignes. Et là, je vais prendre, par exemple, il a détecté, lui, le premier, la virgule. Or, ici, vous voyez, je peux en choisir, mais je peux en choisir qu'un. Or, dans mon cas, j'ai virgule, tiret, point virgule et espace. Et pour beaucoup de fonctions, quand on clique, vous voyez, on a des petits panneaux, donc une interface utilisateur prédéfinie, mais il y a un certain nombre de possibilités dans le paramétrage des fonctions du langage M qui n'ont pas été traduites sous forme d'interface, parce que pas forcément simple à traduire sous forme d'interface. Donc ça veut dire que dans certains cas, la fonction du langage M peut faire des choses, mais je n'aurai pas l'équivalent dans l'interface. Donc là, c'est pour vous montrer que, quand on creuse un peu le langage M, ce que je vais faire là, je vais modifier une fonction à la main qui va me permettre d'obtenir ce qui m'intéresse. Donc là, l'objectif, c'est pas forcément que vous reteniez par cœur le truc tout de suite, mais c'est de comprendre que quand on apprend le langage M, il y a plein de petites options, de petits plus qui ne sont pas toujours disponibles directement dans l'interface utilisateur. Donc là, mais pour me faciliter la vie, plutôt que de me retaper toute la ligne, vous voyez, des fois, c'est un petit peu verbeux, ce que je vais faire, je vais m'aider par l'interface pour qu'il me fasse le gros du travail, et après, je vais aller modifier ponctuellement un endroit. Donc là, je choisis la virgule, qui est le premier, je valide. Donc vous voyez, il m'a bien décodé ma première ligne, qu'il a passé sur 2 lignes, mais les autres, il les a pas compris, c'est normal. Donc, si je regarde ici, il m'a généré une instruction fractionner la colonne, là. Hein, et en gros, ici, il y a marqué split by delimiter. Moi, ce que je vais lui dire, et après, vous voyez ici, entre guillemets, il a choisi la virgule, c'est bien ce qu'on lui avait dit. Moi, je vais, bien sûr, il faut aller des fois dans la documentation du langage M, ce que j'encourage la plupart à faire, même si c'est pas forcément le meilleur roman, mais dans ces périodes de confinement, ça peut peut-être passer. Là, je vais rajouter any. Donc, en fait, maintenant, c'est split text by, en fait, il faut que je parle en anglais correct, c'est by any, donc par n'importe lequel délimiteur, et ici, je vais lui passer la liste des délimiteurs qui m'intéressent, et une liste dans le langage M, ça se met entre accolades. Donc je mets une accolade, espace, guillemets, point virgule, le tiret, voilà, donc j'ai bien l'espace, le point virgule, le tiret, et à la fin, je ferme ma liste par l'accolade. Et là, voilà. Et là, normalement, si je valide, ça devrait gérer l'intégralité. Voilà. Donc là, voilà, le job est fait. Donc, il faut ne pas hésiter à être curieux. Il y a plein de petites, comment on dit, des pépites qui dorment dans la documentation du langage M. Voilà, donc là, pour cet exercice, c'est fait. On va passer maintenant alors sur celui-ci. Donc là, on va pas monter en gamme, mais un petit peu. Donc là, en fait, à gauche, j'ai un fichier Excel, donc où j'ai ici, c'est le budget du premier trimestre 2017, donc là j'ai l'info de l'année. Ici, vous voyez, j'ai les mois, janvier, février, mars, et pour chaque mois, j'ai une colonne pour le chiffre d'affaires, le budget, puis l'écart entre le CA et le budget. Et ici, j'ai la nature, recettes, dépenses, et après le poste comptable ou le compte qui est ici. Donc moi, de ce tableau-là, il faut que je génère une table où j'ai une première colonne où je récupère la nature, donc recettes, dépenses, et on voit qu'ici, c'est pas très bien rempli. Le compte, il faut que je récupère cette colonne-là. La date, j'ai pas la date, donc il va falloir que je la compose à partir de l'information ici, janvier, février, mars, et l'année, pour pouvoir générer la date. Et
Ensuite, dans une colonne, le chiffre d'affaires et dans une colonne, le budget. Donc si là, je regarde dépenses, achats, produits, donc achat produit dépenses au 1er janvier 2017, donc là je suis en janvier, achat produit il est là, 484 000, donc ça correspond bien à ma première ligne, 480 000 en budget, 480 000 en budget. Voilà. Donc cette table-là est analysable, celle-ci ne l'est pas du tout. Donc on va voir comment on peut transformer ce tableau dans une belle table bien propre, directement analysable. Donc, obtenir les données Excel, budget transpose, ouvrir. Feuille 1 transformée. Voilà. Alors, vous voyez ici, quand il a fait son travail, il m'a mis le budget premier trimestre dans l'entête. C'est pas facile à aller chercher l'information là-dedans. Et en plus, il faut que j'arrive à récupérer l'année. Donc, je vais supprimer des étapes qu'il a fait. Je vais passer ma première colonne en texte. C'est une petite ruse pour pouvoir générer une étape et la renommer base départ. De façon à, comme tout à l'heure, garder une trace de ma table initiale, parce que là, il va falloir que j'isole l'année, en fait. Donc, comme tout à l'heure, je fais un clic droit, drill down. Je renomme cette variable, on va l'appeler année. Et ici, après, je clique sur FX et je rappelle base départ pour récupérer ma table. Donc là, j'ai bien fait. Je peux maintenant supprimer 1, 2, 3 lignes, ces 3 lignes-là, pour arriver au niveau des mois. Donc, supprimer les lignes du haut. 3. Alors, là, ici, je peux mettre recette partout, dépenses partout. Donc, on l'a vu tout à l'heure, un petit remplir vers le bas, ça devrait le faire. Remplir vers le bas. Pof. Je vais faire un transposer là, donc transformer, transposer. Ici janvier, pareil, il faut que je le répète. Donc un petit remplir vers le bas. Et je vais concaténer ces deux colonnes pour en faire qu'une seule. Ça, c'est pour gérer ma ventilation à double niveau. Donc, je sélectionne les deux colonnes, dans transformer, fusionner les colonnes. Je vais mettre le séparateur, je vais choisir le point virgule. Et je valide. Donc là, ça m'a fait une seule colonne. Je retranspose. Donc là, les lignes UAD nulles, j'en ai pas vraiment besoin, parce que soit c'est les totaux, j'en ai pas besoin. Donc, sur cette colonne-là, je vais filtrer. Je vais bien filtrer sur les nuls, donc je les décoche. Ça, je vais en faire mon en-tête de colonne. Donc je clique dans Accueil, utiliser la première ligne pour les en-têtes. Voilà, là ça commence. J'ai peut-être un total à la fin, mais là je vais basculer. Donc maintenant, je vais faire une bascule. On dit qu'on dépivote. Donc je sélectionne mes deux colonnes. Je fais un clic droit et j'ai dit dépivoter les autres colonnes. Et vous voyez, il m'a fait la bascule automatiquement. Maintenant ici, je vais fractionner ma colonne pour récupérer mon information. Donc, clic droit, fractionner. Il faut que j'en sélectionne qu'une. Clic droit, fractionner la colonne par délimiteur. Sur le point virgule, il l'a reconnu. C'est bien ce que je veux. Je valide. Voilà. Les 40%, je ne le garde pas, je ne garde jamais des données précalculées. Ces calculs-là, si j'en ai besoin, je le ferai avec le langage DAX parce que ça sera dynamique et interactif. Donc là, je décoche les 40%. Ça commence à ressembler. Voilà. Donc là, je peux renommer, je vais l'appeler nature.
la compte. Ah, alors là, il me faut que je fasse la date. Là, j'ai le mois. Je vais donc aller chercher mon année que j'avais mis de côté, hein, vous vous rappelez. Donc pour ça, comme tout à l'heure, ajouter une colonne personnalisée égale année. Je valide. Là, ce qui m'intéresse finalement, c'est vraiment que l'année de cette colonne. Donc c'est les 4 caractères qui sont à la fin. Donc pour ça, dans transformer, extraire les derniers caractères. 4. Je garde. Maintenant, je sélectionne le mois. Avec CTRL-clic, je sélectionne la colonne personnalisée. Je fusionne les colonnes. Avec peut-être le tiret en séparateur. Je valide. Normalement, si je passe en date, c'est passé en date. Voilà. Et je renomme date. Alors maintenant, pour arriver à la fin, il faut que je mette ça, CA et budget, il faut que je les mette dans 2 colonnes. Donc, pour faire ça, je vais utiliser la fonction qu'on a utilisée tout à l'heure, c'est-à-dire dans transformer, pivoter la colonne. On sélectionne la colonne qui porte les noms de colonnes, puisque je veux que CA soit une colonne, budget soit une autre. Je clique sur pivoter la colonne. Je choisis dans valeur, la valeur que je veux, c'est ça, c'est pas nature. Hein. Donc là, je vais sélectionner valeur. Comme tout à l'heure, je ne veux pas faire d'agrégation, donc je vais dans options avancées, je choisis ne pas agréger et je valide. Et là, il m'a bien mis mon CA, mon budget. Je vérifie toujours avant de valider 2 choses, toujours les noms de mes colonnes s'ils sont propres, bien parlants, et surtout aussi le type. Là, je vois que ABC123, il n'a pas su déterminer le type, donc je dis que c'est un nombre décimal. Là aussi. Et voilà, c'est terminé, j'ai plus qu'à valider, faire fermer, si je veux, fermer, appliquer. Et je vais récupérer ma table comme ici. Et à partir de là, comme on l'a vu, je peux faire facilement des graphiques. Alors, dernier exercice, et pas des moindres. Donc, en fait, ici, voilà le fichier Excel, en fait. C'est un fichier qui recense, en fait, les notes de frais, les frais engagés par une personne, Héloïse Weber, par exemple, qui fait partie du service RH. Hein. Donc, c'est les frais qu'elle a engagés pour sa semaine, puisque chaque colonne ici correspond, vous voyez, samedi, dimanche, lundi, à un jour de la semaine. Hein. Donc, et puis après, j'ai tout ce qui est transport, tout ce qui est hébergement repas, tout ce qui est frais divers. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir récupérer ces données, pareil, qui ne sont pas analysables, ou bien qu'il y a plein de choses parasitaires, hein, on ne pourrait pas faire un TCD direct à partir de ça, que si je crée à partir de ça de façon automatique cette table-là, on voit qu'à partir de cette table-là, je peux faire un tableau croisé dynamique très facilement, donc pouvoir l'analyser, c'est ce qu'on appelle une table analysable. Donc là, l'exercice qu'on va faire, on va décoder cette feuille Excel pour arriver à cette table. Mais on va pas se contenter de ça, parce qu'en fait, là, j'ai un dossier où j'ai plein de classeurs de notes de frais, parce que chaque collaborateur, s'il engage des frais dans une semaine, doit remplir cette feuille. Donc moi, ce que je veux, c'est automatiser le décodage de tous les dossiers notes de frais, de tous les classeurs notes de frais qui sont dans le dossier. Donc on va voir comment je peux automatiser un process qui va balayer tous ces fichiers et qui va me générer à la fin une seule table, de façon à pouvoir faire les analyses de tous mes collaborateurs par service, puisque j'ai l'info de service. Allez, on est parti. Donc, comme tout à l'heure, obtenir les données, Excel. Donc là, on va faire ça en 3 étapes. Donc, je vais aller dans Notes de frais. Je vais prendre un au hasard. Donc, on part du principe que tous les fichiers ont globalement la même structure. On verra dans le webinaire dédié à la consolidation de fichiers. Donc, on verra
on va rentrer un peu, on rentrera un peu plus dans le détail. On verra à ce moment-là comment consolider des fichiers qui n'ont pas forcément la même structure dans un dossier. Par exemple, j'ai les budgets avant 2019, ils étaient dans un certain format. À partir de 2019, ils sont dans un autre format. Donc, j'ai deux types de structures différentes. On verra comment consolider quand j'ai des différents onglets dans un classeur Excel. Souvent, je vois des onglets avec les pays ou les BU. Donc, on verra comment consolider et puis faire une consolidation double niveau, c'est-à-dire tous les classeurs qui sont dans un dossier, chaque classeur comportant un onglet, pas forcément les mêmes. Voilà. Donc ça, on verra ça dans un webinaire, celui qui est destiné à la consolidation de fichiers Excel. Ce soir, c'est une approche pour quand même qu'on soit sur un petit exemple bien sympathique. Donc, je choisis ici la tout décoder, je prends en note de frais la globalité de ma feuille, je fais modifier les données. Ok. Alors, là, si je regarde, toujours, j'ai des lignes d'en-tête. Je vois qu'il faut que j'isole là Héloïse Weber, le nom d'employé. Il faut que j'isole le service dans lequel elle travaille, RH, éventuellement le barème kilométrique. Il faudra que je récupère les dates qui sont ici et bien sûr les rubriques et les postes de dépenses. Donc, ok. Je passe en texte. Alors, comme tout à l'heure, je vais renommer mon étape initiale base départ, puisqu'il va falloir que j'isole des valeurs. Donc, Héloïse Weber, j'ai besoin de le mettre de côté. Je fais un clic droit, drill down. Hop, je renomme cette variable employé. Je sélectionne l'instruction qu'il a générée, CTRL-C, si vous remarquez, base départ, c'est la variable au-dessus. Il a pris la colonne 3 et la troisième ligne, mais comme il commence à partir de 0, c'est en fait les quatrièmes. Vous voyez, si j'ai base départ, 1, 2, 3, 4. Le service, il est en cinquième et le barème, il est en sixième. Donc, je peux tout simplement ajouter une étape. Je colle. Je mets 4, je valide, je renomme, c'est le service, j'ajoute une étape, je colle, je mets 6, je valide, c'est le barème, je renomme, et c'est le barème. J'ai isolé donc les différentes valeurs qui sont dans mes lignes d'en-tête. À partir de là, je peux récupérer ma base départ pour la rappeler. Je reclique sur FX, ajouter une étape, et ici je rappelle ma base départ. Maintenant que j'ai isolé les valeurs d'en-tête, je peux supprimer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais aller jusqu'au niveau de la date. Donc 9, donc supprimer les lignes du haut. 9. Ça devient ma première ligne pour les en-têtes. Je supprime le type modifié généré, il est casse-pied. Cette colonne, il n'y a rien, je peux la supprimer. Ok, maintenant, là, j'ai des totaux, des sous-totaux. Donc, je vais filtrer pour garder que les lignes au niveau de détail. J'ai des kilomètres, comme là je vais faire de la finance, je ne vais pas garder les kilomètres. Donc voilà, je clique, je filtre. Donc là les filtres, c'est pas des filtres comme dans Excel, c'est pas des filtres je vois pas, je vois pas. C'est des filtres qui suppriment les lignes. C'est-à-dire que quand je vais appliquer mon traitement à l'ensemble du fichier, toutes les lignes que je vais décocher ne seront pas importées. Donc c'est du filtre, mais dans l'optique de supprimer. Donc tout ce qui est nul, je balance. Les grandes rubriques de totaux, j'enlève. J'ai dit kilomètres, je voulais pas. Le sous-total, je veux pas. Le total, les totaux, je veux pas. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Et puis ça, à des fins professionnelles, c'est plus du commentaire, j'enlève. Voilà. Donc, je n'ai ici que mon détail. Ça commence à être propre.
colonne totale, j'ai pas besoin, je supprime. Et maintenant, ça, il faut que je le pivote, parce qu'en fait, il faut que j'arrive à une table avec une seule colonne date et pas plein de colonnes date, parce que si vous aviez une table comme ça, vous récupérez ça dans Excel, ça c'est un tableau croisé dynamique, et vous ne pourriez pas en faire un. Donc il faut qu'on arrive avec une table avec une colonne la rubrique, une colonne la date et une colonne le montant. Donc pour faire ça, je sélectionne transport, clic droit, dépivoter les autres colonnes, donc toutes les colonnes qui sont à droite, et c'est fait. Donc là, j'ai plus qu'à rappeler mes colonnes employés service, donc ajouter une colonne, colonne personnalisée, donc égale employé, et c'est l'employé. Hop, là c'est le service. Donc égale service. Et colonne personnalisée ajoutée. Et là c'est le barème. Le nom de la colonne. Et je valide. Donc ici j'ai bien ma table définitive comme je souhaitais. Donc, j'ai terminé ma première phase du travail. Ce qu'on veut maintenant, donc là, j'ai fait une première requête qui décode un fichier. Maintenant, ce que je veux, c'est appliquer cette transformation à tous les classeurs Excel qui sont dans mon dossier. Pour faire ça, je vais devoir transformer cette requête en fonction. Donc, je duplique cette requête et là, je vais l'appeler récup frais, par exemple, récup note, parce que voilà. Et pour transformer une requête en fonction, je vais aller dans le code. Donc le code, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que l'ensemble des instructions qui sont ici. Et pour faire ça, je vais dans accueil, éditeur avancé, et vous voyez que les lignes qu'il y a là, c'est ni plus ni moins ce qu'il y a là. Vous voyez, personnalisé ajouté 1, personnalisé ajouté 2, je les retrouve ici, personnalisé ajouté 1, personnalisé ajouté 2. Donc, pour créer une fonction, c'est très facile. Ça, en principe, je le monte dans les formations en initiation, parce que c'est très simple et j'ajoute deux lignes au-dessus, let, récup, le nom de la fonction interne, égale, j'ouvre la parenthèse, et là, comme je crée une fonction utilise des paramètres la plupart du temps, et là, le paramètre, ça va être le nom de mon fichier. Donc, je passe en paramètre, mettons nom fichier, égale, et là, je mets égal supérieur, sans espace entre l'égal et le supérieur. Cette petite flèche ici signifie à Power Query que la suite, c'est la fonction. Une fois que j'ai fait ça, je vais tout à la fin. Et je rajoute in récup. Le mot que je mets là, c'est le même que j'ai mis là. Ils seront utilisés ici. Là, vous pouvez mettre papa. Si vous mettez papa, vous mettez papa ici, orthographié de la même façon, majuscule, minuscule. Et maintenant, ma fonction est quasiment terminée. Il me reste une petite chose à faire. Tout simplement, ici, le nom du fichier, si je le laisse en dur, quand je vais balayer tous mes classeurs, si j'ai 25 classeurs dans mon dossier, il fera bien le traitement sur les 25 classeurs, mais à chaque fois, il appellera Héloïse. Donc c'est là que je vais utiliser, nom fichier c'est ma variable, là je vais remplacer mon chemin en dur par nom fichier. Je valide, je vérifie aucune erreur de syntaxe n'a été détectée, c'est plutôt bon signe, je valide. Et là, vous voyez, il a bien détecté que c'était une fonction. Il m'a ici un petit fx. On voit l'interface. Donc maintenant, là, j'ai créé la fonction. Des fois, j'ai des participants à mes formations qui me disent « Ah oui, mais on n'a pas mis le nom de tous les fichiers. » Ce n'est pas là. Là, on crée la fonction. Et maintenant, on va faire la dernière étape, c'est-à-dire appliquer cette fonction à l'ensemble des classeurs qu'il y a dans le dossier. Donc, pour avoir l'ensemble des classeurs qu'il y a dans ce dossier, il suffit que j'aille les chercher, donc je fais une nouvelle source de type, pas de type plus, mais je clique sur plus, de type dossier. Voilà. Se connecter. Pas abusé quand même.
parcourir. Donc là, je vais aller dans mon dossier apéro, présentation, apéro 2, note de frais, je valide. Donc là, j'ai la liste de mes fichiers, transformer les données. Donc, j'ai mes classeurs. Ici, j'ai le nom du fichier. J'ai des informations complémentaires sur les fichiers. Ici, j'ai le folder path, donc le chemin. Et en fait, il faut que je génère ce qu'on appelle un nom qualifié complet, qui soit la concaténation du chemin et du nom. Donc pour ça, je vais sélectionner le folder. CTRL-clic sur le name. Dans transformer, fusionner les colonnes. Je ne mets pas de séparateur parce que le folder a son backslash à la fin. Je valide. Je supprime toutes les autres colonnes. J'ai besoin que de celle-là, c'est-à-dire un nom de fichier bien complet. Voilà. Et maintenant, pour chacun de ces fichiers, je vais appliquer la fonction. Donc, pour faire ça, j'ajoute une colonne personnalisée ici, deuxième bouton. Je dis tout simplement égale le nom de ma fonction, récup note. Mon nom de fichier, il est dans la colonne fusionner, donc je double-clique sur fusionner, je ferme la parenthèse et c'est tout. Je valide. Et là, vous voyez, j'ai table partout. Si je clique, mettons, sur celle-ci, là, pas sur le lien, à droite, sur la partie grise, je suis en face Lucie. Vous voyez, j'ai bien Lucie. Si je vais ici, j'ai Jacques. Voilà. Donc maintenant, là, j'ai en fait une somme de petits fichiers indépendants, chaque fichier ayant le bon format, mais correspondant à chacun des classeurs. Maintenant, ce que je veux, moi, c'est une seule table qui fusionne tout. Donc, pour faire ça, c'est extrêmement simple. Il suffit de cliquer ici sur la petite double flèche. Je décoche utiliser le nom de colonne d'origine comme préfixe. J'ai mes colonnes. Là, je veux toutes mes colonnes, donc je les sélectionner. Je fais OK. Et là, j'ai tous mes fichiers, Michel. Voilà. Donc, si dans votre dossier, il y a 500 classeurs, le job est fait. Note de frais 2, accueil, fermer, appliquer. Donc, si je crée une nouvelle, il est en train de faire, voilà, il a fait le job. Donc, il a dû me créer note de frais 2 ici, ma table. Si je mets les employés, par exemple, là j'en ai, ok, et donc l'intérêt, c'est si je vais aller dans note de frais bis, vous voyez là j'ai Nadège et Tiffaine, mettons voilà, j'ai reçu deux nouveaux fichiers, CTRL C, il suffit que j'y rajoute dans mon fichier note de frais, voilà, j'ai dit CTRL V, donc il y a de nouveaux fichiers qui arrivent, le nom peu importe, et donc si je retourne là, j'ai juste à faire actualiser, ou actualiser que note de frais 2 sera un peu plus rapide, je fais donc actualiser les données, et voilà, Nadège est là, et ok, donc voilà pour cette petite présentation de Power Query. Donc là, j'en ai terminé pour ce soir sur Power Query. Donc là, l'idée, c'était de vous montrer que avec des formats de fichiers en entrée qui peuvent être quand même assez non conformes, on va dire, qu'on peut très facilement, puisque vous voyez, chaque manipulation que j'ai fait, c'est quelques minutes. Et puis, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que une fois qu'on l'a fait, si la structure, bien sûr, du fichier d'une semaine sur l'autre, d'un jour sur l'autre, ne change pas de tout au tout, s'il concerne la même logique de structuration, j'ai juste à cliquer donc sur le bouton actualiser pour mettre à jour mes données.
Hein, donc là, tous les temps passés en copier-coller, recherche V, coller valeur, on veut supprimer une colonne sous Excel par exemple, toutes les macros VBA pour préparer des données, ça doit très vite devenir de l'histoire ancienne. Hein. Je rappelle aussi que Power Query tel qu'on l'a vu existe à l'identique dans Excel. Hein. Voilà. Donc, juste 2 petits slides de promo. Voilà. Donc, en fait, vu la période un petit peu, morose que l'on vit en ce moment, où on n'a pas le droit d'aller prendre l'apéritif chez les copains, et nous, on n'a pas le droit de faire des formations en présentiel, où souvent c'est très sympa parce que tout le monde évolue, apprend plein de choses dans la bonne humeur. Donc, on a décidé avec Tristan de lancer des formations en live, hein, donc là en accès distant, hein, pour ceux qui le souhaitent, hein, parce que le confinement et puis surtout les formations présentielles, je pense qu'on n'est pas prêt d'en faire, je pense avant la rentrée septembre, on sait pas trop, parce que tout ce qui sera réunion de groupe, je pense pas sera autorisé très rapidement. Il y a peut-être des personnes qui souhaitent se former, qui ont des contraintes ou qui veulent aussi profiter de ces périodes peut-être un peu plus calmes pour certains. Donc nos formations sont de 2 jours, je montrerai après les différents cours possibles, c'est les durées classiques, et là en formation à distance, comme devant un écran une journée complète, c'est quand même pas évident, donc on a décidé de les faire par demi-journée, donc elles vont s'étaler sur 4 demi-journées, en gros un matin, un après-midi, un matin, un après-midi, ou l'inverse, hein, de façon à ce que ça reste tout à fait agréable à suivre, hein. Donc, toute personne qui prendra qui s'inscrira à une formation aura dans le prix de la formation l'accès limité d'1 an à la plateforme Power BI Academy, où il y a un certain nombre de ressources sur Power BI. Toutes les formations seront enregistrées, donc vous aurez accès à toutes les formations que vous aurez. Donc, vous pourrez faire une réécoute post-formation, hein, donc là, pas mal de ressources. Datapulse est un centre de formation agréé et datadocké, donc ce qui fait que si vous souhaitez que ce coût de la formation passe dans le budget de la formation, il n'y a pas de souci. Et donc les coûts, donc là aussi on fait un coût confinement. Donc le tarif individuel inter-entreprise, donc là vous pourrez vous inscrire de façon autonome, alors bien sûr par votre entreprise, voire perso, mais hein, là on est plutôt quand même une inscription individuelle, donc plusieurs personnes de différentes entreprises s'inscrivent, on est à 195 € hors taxe par jour, hein, donc 390 pour 2 jours, en présentiel, là en principe on est autour des 550 plutôt, hein. Et puis le tarif intra-entreprise, donc là c'est si une entreprise veut former d'un seul coup plusieurs collaborateurs, 6, 10, 15, hein, puisque on a moins de contraintes que dans du présentiel où souvent on limite à 8-10 personnes. Hein. Là, le coût, il est de 1050 € hors taxe par jour, hein, donc ces coûts peuvent être pris en charge dans le cadre du 1%. Et donc, au niveau des formations, donc le programme, donc ici j'ai les dates, donc toutes ces dates seront... Jean-Pierre, tu peux juste te mettre en plein écran et enlever le volet visualisation et champ pour voir un peu mieux? Oui, no souci. Voilà. Donc, les plans de formation, les inscriptions seront disponibles sur le site Power BI Academy à partir de lundi qui vient. Hein. Donc, là, c'est donc les dates qui sont planifiés, donc sur le site il y aura les formulaires d'inscription, de demande d'information. Bien sûr, si vous avez des besoins d'ici lundi d'informations complémentaires, vous nous envoyez un mail, il n'y a pas de souci, on peut échanger et répondre, hein, ou même par téléphone. Hein. Donc, initiation, donc j'ai 4 jours puisqu'on est sur des demi-journées, comme je l'ai précisé, donc il y aura 2 sessions d'ici juin, là c'est le planning d'ici fin juin. Perfectionnement 2 sessions, une sur mai, une sur juin, initiation une sur fin avril, dernière semaine d'avril, data visualisation une sur juin, les fonctions temporelles très intéressant,
une fonction, on n'en voit pas beaucoup sur l'administration de Power BI. Or, c'est un sujet avec la sécurité qui est de plus en plus important et la plateforme se développe fortement. Donc, et là, on voit aussi le PowerShell pour automatiser, voilà, tout ce qui est administration, automatisation d'administration, la sécurité, les rôles de sécurité. Voilà, 2 jours sur l'administration. Power Query, comme on l'a vu ce soir, mais dans Excel, puisqu'il est dans Excel. Donc, bien sûr, plus global, plus approfondi, puis avec aussi les avantages d'Excel. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans Excel de plus, parce qu'on peut le coupler avec du VBA, par exemple. Il y a plein de petites possibilités, hein, et c'est très intéressant. Là, Power Pivot, c'est le langage DAX d'analyse de données et Excel. Je rappelle que le moteur DAX qui est dans Power BI Desktop existe aussi dans Excel. Donc là, vous décuplez la puissance d'Excel. Hein, les Américains parlent de moderne Excel. Donc ça, c'est un must-have à maîtriser sur ceux qui veulent rester dans Excel. Et là, vous verrez. Donc il y aura un webinaire un peu sur cette thématique et ça vous donnera peut-être envie de vous inscrire à cette formation. Et les 2 derniers, là, c'est maîtriser le langage DAX. Donc là, c'est du niveau quand même plus. Hein, donc ici, c'est pour soit des personnes qui ont peut-être 1 an à 2 ans, 6 mois, bien sûr, 6 mois à 18 mois de maîtrise parcellaire du DAX ou du M, donc qui veulent là vraiment approfondir. Donc là, on est sur du niveau un petit peu plus costaud. Hein. Tout ça, voilà, si on suit l'initiation perfectionnement. Hein, voilà. Donc à partir de lundi, les formulaires d'inscription sont dispo, les plans de formation détaillés sont dispo. Et si d'ici là vous voulez de l'information complémentaire, n'hésitez pas par mail ou par téléphone. Donc je vous remercie de votre écoute. Pour moi, j'en ai terminé. Maintenant, peut-être des questions-réponses avec Tristan. Alors, merci beaucoup Jean-Pierre pour la session. C'était très intéressant, très dense. On a des bons retours là des participants. On va peut-être les libérer parce qu'on a pris un peu de retard sur le planning. Jean-Pierre a vraiment à cœur de vous montrer beaucoup de choses. Mais moi, j'ai mis le vin au frais quand même. Hein. Donc, on avait pas mal de questions pendant ta présentation auxquelles j'ai essayé de répondre en live. On a quelques personnes là qui sont intéressées par les formations et qui nous demandent est-ce qu'on peut faire passer ça sur le budget formation de notre entreprise? Est-ce qu'on peut utiliser notre compte CPF pour financer en fait ces formations? Donc j'ai répondu aux questions. Peut-être qu'on peut juste conclure ce webinaire en vous parlant du prochain webinaire qui aura lieu jeudi sur le langage DAX. Jean-Pierre, tu peux peut-être juste rapidement montrer le lien ou la page. Donc là, Jean-Pierre, aujourd'hui, vous a présenté Power Query, le langage M, pour retraiter les données et toucher à la structure des tables, en fait. Bientôt. Jeudi, nous allons, je vais me pencher sur le langage DAX et je vous montrerai notamment comment utiliser ce langage pour créer des KPI métiers, des ratios, des calculs temporels, voilà, tout un tas de calculs disponibles dans Power BI. Donc ça, c'est ce jeudi, donc dans 2 jours, à 18h, toujours le même horaire. Vous pouvez vous inscrire directement sur la page Power BI Academy. Donc jeudi, 18h, sur le DAX. Voilà. Merci à tous. On espère que vous avez apprécié ce webinaire. Je répète que les vidéos sont enregistrées et sont disponibles gratuitement sur le site Power BI Academy. Je vous ai partagé les liens dans l'espace de discussion. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions ou besoin d'informations complémentaires sur les formations ou autres. Et on se retrouve jeudi à 18h pour le DAX. Merci à tous, bonne soirée. Bonne soirée, merci à tous et à toutes.